Bonsoir et merci pour l'introduction. Je suis docteur en génie industriel et j'avoue que je me suis pas mal trouvé dans les exemples de symptômes que Caroline a évoqués tout à l'heure, notamment la dyslexie qui est mon amie de longue date, notamment quand je me suis mis à apprendre la langue française à 26 ans. Mais ça ne va pas m'empêcher de partager ma passion avec vous, qui est l'intelligence artificielle au service de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de définitions dans ce sujet. Celle qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de Astro Teller, qui travaille aujourd'hui chez Google, qui dit finalement l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir faire à des machines ce qu'on voit dans les films. Et si vous êtes fan des séries ou des films de type Black Mirror, vous voyez de quoi je parle. Donc, on a des attentes incroyables de l'intelligence artificielle. On a une idée de l'assistance que peut amener le logiciel pour nous, des algorithmes. On a vu beaucoup d'exemples, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Pour pouvoir aborder le sujet, je propose de regarder un tout petit film qui a été réalisé avec mes collègues au sein de CEA, qui explique le fonctionnement. C'est un bon début pour qu'après, on regarde qu'est-ce qu'on peut en faire. Bon, une intelligence artificielle, ça fait plein de choses. Mais concrètement, comment ça marche? Pour bien comprendre, on va prendre l'exemple d'un jeu de stratégie, le Go. Deux joueurs s'affrontent sur un plateau sur lequel sont tracées 19 lignes horizontales, 19 lignes verticales, soit 361 intersections. L'un possède des pierres noires et l'autre des blanches. Le but, c'est d'occuper le maximum d'espace en encerclant les pierres de l'adversaire. La difficulté, c'est le nombre de coups possibles, car dès le troisième tour, il y a plus de 15 milliards de configurations différentes. Tu t'en doutes, c'est un sacré casse-tête, car il y a beaucoup trop de choix. Il n'est donc pas possible de concevoir un programme informatique qui connaisse tous les coups. Ah, mais je parie que l'IA, elle en est capable. L'intelligence artificielle ne mémorise pas tous les coups. Elle s'en sort grâce à ses algorithmes et surtout sa mémoire, les fameuses données. Avant que l'IA soit capable de jouer, on la programme avec les règles du jeu et on lui fournit un grand nombre de données. Ici, par exemple, des milliers de parties réalisées par des joueurs humains. On analyse chaque partie coup par coup. Pour chaque situation donnée, on attribue une note pour chaque coup. La note la plus élevée désigne le meilleur coup à jouer. Ensuite, quand la machine joue, elle choisit le coup avec la meilleure note, c'est-à-dire le mieux adapté à la situation. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle du machine learning ou apprentissage automatique. Mais si c'est nous qui lui apprenons, comment une intelligence artificielle deviendra meilleure que ses professeurs? Aujourd'hui, certaines IA apprennent à jouer toutes seules, seulement en connaissant les règles du jeu et en analysant des parties sans qu'on les aide. Autrement dit, on ne leur donne pas de recettes préécrites, ni de notes pour chaque coup. On la laisse chercher comment arriver au meilleur résultat possible. On appelle ce type d'algorithme l'apprentissage profond ou deep learning. Et pour fonctionner, il faut fournir à l'IA le plus grand nombre d'exemples possibles. À partir de cette grande base de données, l'IA peut extraire des informations qui nous échappent, ce qu'un joueur professionnel qualifierait d'intuition. Mais pour la machine, il s'agit de millions d'informations qui sont recoupées entre elles. Bien sûr, cela nécessite une puissance de calcul considérable, l'équivalent de plusieurs centaines d'ordinateurs. Comme ça, elle peut créer de nouvelles stratégies. Bon, il ne reste plus qu'à les tester alors. Ça, l'IA le fait en s'entraînant à jouer contre elle-même. On appelle ça l'apprentissage par renforcement. Comme son niveau est le même des deux côtés, plus elle fait de parties, plus elle teste ses coups et les parades possibles. Et à chaque fois, sa base de données s'enrichit. Pratique, non? Eh ben, je ne pensais pas que les machines seraient plus intelligentes que nous. Aujourd'hui, les machines peuvent être plus précises que nous dans beaucoup de domaines, et même mettre en place des raisonnements nouveaux. Mais ce sont toujours des intelligences artificielles faibles, car elles restent spécialisées dans une seule tâche. Pour qu'une intelligence artificielle soit un jour considérée comme forte, il faudrait qu'elle soit multifonction, et surtout qu'elle possède quelque chose de plus. Une conscience. Tu vois, l'intelligence, la vraie, c'est beaucoup plus que de la simple analyse. Ouf! Bon, je vais aller me faire une petite sieste. Pour ça, au moins, une intelligence artificielle ne sera jamais meilleure que moi. Voilà, avec cette petite
piqûre de rappel sur la pédagogie de comment fonctionne l'IA. Maintenant, la question suivante est qu'est-ce qu'on peut en faire? À quoi on peut en tirer bénéfice dans l'usage quotidien d'une entreprise? Je vais vous montrer plusieurs exemples ce soir. Première chose qu'on a essayé depuis des années de faire, c'est de faire face à des données qui sont des données non structurées, les données qui ne sont pas utilisables par la machine, et on souhaiterait faire ce travail de manière automatique. Donc, pouvoir aborder les données qui viennent des sources comme de l'image sont un aspect très important, et l'IA a montré son intérêt pour pouvoir recevoir des données de type image, flux vidéo, tout ce qui est une vision par l'ordinateur, et pouvoir apporter les données extraites de ce contenu pour être exploitées. Deuxième source, c'est les données qui viennent des signaux, de la voix. Vous avez vu peut-être les outils de reconnaissance vocale qui sont très avancés aujourd'hui. Donc, on parle toujours de l'IA qui permet de, en quelque sorte, transcrire, extraire l'information qui sont dans la voix. Et troisième source, c'est le texte, les données qui sont exprimées en langage naturel, de nouveau d'une manière totalement non structurée, chacun à sa façon. Dans le texte, l'information se trouve et on utilise l'IA pour pouvoir extraire. Tout ce travail permet de générer un modèle de connaissance. Un modèle de connaissance, c'est une structure dans laquelle on trouve les entités et les liens entre les entités. C'est important pour après aller un peu plus loin, pour construire une logique, pour construire un réseau de raisonnement, pour déterminer des règles. Et donc, toujours l'IA, l'intelligence artificielle, va permettre d'utiliser les bases de données, les données qu'on a vues dans le film qui viennent des sources. Ça a été évoqué, les parties jouées par les joueurs, sur lesquelles on a pu extraire des règles de jeu. Ça nous permet d'aller à une étape en plus, de planifier, de déterminer une stratégie. Et ce sont tous des domaines sur lesquels on utilise de l'IA. Donc, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de données. On produit énormément de données hétérogènes, des sources différentes pour des raisons différentes. Et ces données, ils sont jugées pour la plupart des données non structurées et pour la petite partie des données structurées. Pour donner un exemple, les données qui viennent des capteurs, ce sont des données structurées. Ça veut dire on les connaît. Les données qui correspondent à une labellisation automatique. Donc, en tant qu'informaticien, je peux travailler avec ces données, je peux prendre le moyen, je peux chercher la variation. Tandis que les données structurées, je n'ai pas cette possibilité. Il y a un diagnostic médical qui est rédigé par un médecin. Donc, l'information se trouve dans un compte-rendu. Est-ce que je peux donner à une machine pour exploiter? Pas tout de suite. Il faudra d'abord passer par une étape qui est extraction d'informations. Donc, je vais vous montrer, donc, sur des données non structurées, plusieurs domaines d'application. Donc, première, le texte. Après, on va regarder des images et les flux vidéo. Et je vais m'appuyer sur des réalisations qui ont été effectuées au sein de l'Institut LIST de CEA. Dans le domaine médical, qui est un peu mon spécialité maintenant, on fait face à des tonnes et des tonnes de données qui sont dans les dossiers médicaux, informatisés ou pas, où on trouve tout. Et quand on souhaite en faire quelque chose, faire des études statistiques, vérifier le bon fonctionnement d'un diagnostic, essayer de voir l'efficacité d'un médicament, à chaque fois, on doit avoir les bases de données, je peux dire structurées, exploitables. Et pour cela, on ne peut que faire appel à des savants, à des médecins, pour structurer les données. Donc, c'est eux qui vont lire les données médicales et annoter et leur rendre les données utilisables dans un fichier Excel. Un exemple type, c'est un travail qui se fait dans tous les hôpitaux, qui est un travail de facturation. Donc, à la fin de séjour à l'hôpital, un médecin, lié à la département d'information médicale, à cette tâche de lire et évaluer les soins effectués pour déterminer
la codification correspondante. C'est une codification internationale qui s'appelle CIM10. Donc, il doit faire ce travail pour démarrer un processus connu par PMSI, un processus qui permet à l'hôpital de lancer la facturation. Donc, dans le document en question, dans ce travail en question, on ne cherche pas le diagnostic, donc on n'est pas dans l'étape de lire les données du patient, son état pour diagnostiquer et évaluer un projet de soins. On est plus pour formaliser ce qui est effectué par une codification. Vous voyez déjà que c'est un travail qui n'est pas vraiment pour lequel le médecin a été formé, mais personne d'autre est capable de le faire. Et c'est un peu de gâchis de temps de médecin, d'autant plus que c'est une ressource rare. Les médecins DIM, les hôpitaux n'ont pas accès à les gens qui connaissent les 14 000 codifications qui se trouvent dans le standard, qui sont capables de faire ce travail. Résultat, les dossiers restent longtemps, 1 mois, 2 mois à l'hôpital, donc c'est un peu l'argent qui dort, et l'expert en question passe peu de temps un peu dans la pression d'évaluer et faire le travail de codification. On a plus de 7,7 millions d'hospitalisations par an en France, donc on fait face à un vrai problème pour tous les hôpitaux. Donc, un de nos partenaires, le groupe d'Octogestio, s'intéressa à cette question pour savoir est-ce que l'IA pourra aider, est-ce que l'IA pourra traiter le texte à la place de médecin et pouvoir proposer la codification. Donc, on a lancé un projet ensemble et, surprise très agréable, au bout de 3 mois, on a pu démontrer la capacité et l'efficience de l'outil d'IA en traitement de texte naturel, de langage naturel, qui est capable d'extraire la codification à partir du texte. Donc, l'outil aujourd'hui est transféré, les médecins sont en train d'évaluer. Ça permet de vraiment diminuer la charge un peu non utile de médecins, et lui peut s'intéresser à des cas qui sont plus compliqués, qui demandent plus de réflexion, et se débarrasser en fait d'une tâche plutôt administrative qui pourrait être allégée, pas 100% remplacée par l'IA. Et on a continué dans cette logique. Vous voyez un exemple. Le travail est assez simple. L'outil prend le texte sans demander des structurations, parce que le texte qui est produit, en fait, c'est le texte, un résultat des paragraphes rédigés par les médecins ou par ceux qui ont effectué le soin. On donne cela aux algorithmes et il est capable de proposer les codifications correspondantes. Donc, on a choisi d'aller jusqu'à 3 et dans une autre version jusqu'à 5 propositions avec la probabilité, en fait, avec le taux d'exactitude. Comme ça, le médecin pourra facilement valider ou s'il n'est pas d'accord, il peut donner son avis. Comme ça, l'outil en prend compte pour prochain diagnostic. Ce qui se passe réellement, pour terminer sur cet aspect, c'est que sur un texte rédigé, on a beaucoup d'informations. Si vous lisez ça, San Salvador, à date de 19 avril 89, qui était président élect, donc il a fait une action, il a condamné un acte terroriste. Regardez un peu plus précisément, on trouve ces entités. Donc, ce qui fait l'algorithme de traitement de langage naturel, donc NLP, se basant sur des domaines de l'IA, c'est de pouvoir trouver de manière automatique ces entités, trouver leur nature, si on parle d'un chiffre, d'un nom propre, d'une action, et les annoter de manière automatique. Du coup, le tableau résultant peut être exploité. Cela nous permet de se baser sur un grand gisement de données, pouvoir les structurer, ça nous permet de pouvoir générer des moteurs de recherche sémantique, donc d'aller chercher dans le texte, d'aller vers un chatbot et faire toute la recherche qu'on souhaite faire sur ces gens. Et ce sont des outils qui permettent aux entreprises d'être très, très efficaces. Imaginez, même problématique au sujet de maintenance. On a des tonnes de données qui expliquent comment la maintenance a été effectuée. Ces données, ces informations se trouvent en texte, donc on ne peut pas les exploiter. Je ne peux pas facilement trouver l'historique lié à un dispositif
pour savoir quels sont les risques associés et comment je peux faire des maintenances préventives, par exemple. Deuxième domaine de l'image. Il y a peut-être 15 ans, pouvoir trouver de manière automatique, ne serait-ce qu'un rectangle noir sur un fond blanc, c'était le rêve des chercheurs. Aujourd'hui, on est capable de, je peux dire facilement, trouver des entités différentes, compliquées, sur une image qui est assez compliquée. Et avec une puissance de calcul qui est vraiment minimum. Sur les téléphones portables, vous voyez des applications qui sont capables de détecter des objets avec un vraiment logiciel simple. Ça, c'était la première étape, de pouvoir entourer, contourner les objets. Après, ce qu'on cherche, c'est de comprendre de quoi il s'agit. De voir une image dans l'usine et savoir que ça parle d'une ligne de production, ça parle d'automation et ça parle des objets qui nous intéressent. De voir des objets dans l'image et de manière automatique annoter leur nature, annoter des parties de ces objets et encore un peu plus, c'est de voir une image et de pouvoir déduire qu'un événement s'est passé. Donc, par rapport à les objets qu'on a trouvés qui sont des voitures, de fait qu'ils sont déformés, de pouvoir annoter qu'il y a des parties de ces voitures qui se sont détachées, donc on peut en déduire qu'il y a un accident qui s'est passé. À quoi ça sert? Donc, un des projets transférés vers les entreprises au sein d'Institut LIST, c'était un logiciel qui permet à partir d'une image prise d'une plante, déterminer la nature de cette plante. Pour les professionnels, pour le professionnel qui est venu nous voir, c'était un breakthrough parce que de manière professionnelle, pour les opérateurs, ce n'était pas facile de trouver, de pouvoir identifier les plantes. Il fallait, tout le monde n'était pas passé par une formation botanique, et donc c'était un souci d'opération. Avec un logiciel comme ça, prise d'image et voir à quoi ça correspond. Deuxième stratégie, c'est de pouvoir le proposer au grand public, aux utilisateurs, des gens qui aiment bien jardiner, non seulement connaître la plante, et surtout si quelque chose ne va pas, donc par l'image on peut en déduire que voilà, il y a une maladie et donc pour pouvoir proposer des recommandations pour traiter le problème. Et dans la vidéo, le problème est un peu comme l'image, mais il est un petit peu plus compliqué parce que les objets qu'on voit sont en mouvement. Le caméra peut être en mouvement. C'est un exemple réalisé avec les technologies de CEA à Place d'Étoile. Donc, on est capable d'identifier de manière embarquée, donc une puissance optimisée, les objets, leur position spatiale qui nous permet de déterminer la vitesse, si on va vers eux, s'ils viennent vers nous, on s'éloigne. Différents types d'objets, les motos, les camions et différents types de véhicules. Et donc, c'est un avancée majeure. Et à chaque fois, vous voyez, la réalisation de CA est associée avec un partenaire industriel qui a le problème, qui souhaite résoudre le problème pour proposer un nouveau produit ou un nouveau service. Deuxième exemple, pour changer complètement, pour vous montrer la variété et la capacité de l'IA, sur cet exemple, on est intéressé pour faire une segmentation et tracking des cellules. C'est un travail que l'humain aurait pu faire. Il fallait regarder tout le temps son microscope, mais le flux vidéo, c'est récupérable, donc l'IA pourra faire cette segmentation, faire le comptage, et surtout, il y a une notion qui est le comportement. Si les cellules font des comportements de type mutation, les cellules qui meurent ou les cellules qui fusionnent, donc on peut le détecter, on peut les annoter, on peut l'extraire. Parlant de comportement, avec l'IA, sur les flux vidéo, on est capable de déterminer l'activité d'une personne. Donc, c'est un projet que nous avons réalisé au sein d'Institut. On est passé par la phase d'apprentissage, bien évidemment, et on peut déterminer parmi des tâches qui se ressemblent, comme faire des vaisselles, par exemple lire, préparer à manger, le fait de manger et nettoyer la table. Donc, toutes ces tâches sont
facilement discriminés par le logiciel. L'objectif n'est pas de monitorer, contrôler la personne, mais vraiment beaucoup plus d'objectifs. Imaginez un endroit où le sujet des personnes âgées est évoqué. Les personnes âgées passent un peu de temps dans la salle commune où il y a des caméras pour les objectifs de sécurité. Donc, on peut facilement utiliser ces flux vidéo sans les enregistrer, mais en temps réel, annoter ce qui se passe. À quoi ça peut servir? Ça peut servir à un rapport d'activité. On peut voir qu'une personne, pendant une semaine, il était plus isolé ou moins isolé. Est-ce qu'il est allé parler à des autres? Est-ce qu'il a marché ou c'était plus assis? Et ce genre d'informations peut être très, très utile dans l'évaluation et le suivi d'état des gens sans vraiment les embêter avec beaucoup d'appareils, des médaillons, des montres, des tout technologiques portatifs. Avec ces exemples, j'ai cherché à vous montrer ce qui se passe à l'aide de l'IA, c'est d'avoir des données qui ne sont pas exploitables et leur rendre des informations exploitables. Et quand je préparais cette présentation, on m'a demandé aussi de réfléchir, à partager des aspects sur l'assistance physique. L'assistance physique passe par les robots. Donc, vous connaissez les robots. J'ai choisi cette image pour différencier entre deux familles de robots, qui sont les robots, je peux dire, industriels, les robots exécution, ce que vous voyez dans l'image, qui sont faits pour remplacer l'homme dans les conditions difficiles. Ils sont là pour faire des tâches en toute vitesse, pour des tâches difficiles, dangereuses. Mais cette phase d'automation n'est pas applicable partout. Il reste peut-être il reste plus de la moitié des tâches en industrie qui ne sont pas automatisables par des robots d'exécution. Donc, ça laisse la place pour les robots qu'on appelle les robots collaboratifs. Les robots qui sont sûrs, qui sont pensés pour cohabiter avec les personnes, avec l'opérateur, qui sont là pour aider, pour apporter une assistance physique en manutention, en effectuant un geste qui est difficile, en manipulant les objets, et toujours en gardant l'opérateur en toute sécurité. J'ai préparé quelques exemples. Première, ce sont des assistances, je peux dire physiques, notamment par les exosquelettes. Vous voyez deux cas développés par le CEA. Première, à votre gauche, c'est pour pouvoir porter des charges lourdes de manière autonome dans un endroit un peu difficile. Et deuxième, c'est de pouvoir faciliter le travail des tireurs de bitume. C'est un travail difficile, c'est à peu près 50 kg sur le dos. Et donc, c'est un geste expert. Donc, il y a beaucoup de préparations qui dépendent et le travail de l'opérateur qui va finalement faire la finition d'étalage. Donc, c'est une forte valeur ajoutée. Il y a beaucoup de formations associées à ça, mais c'est une tâche néanmoins difficile. Donc, 50 kg sur le dos pendant quelques heures, c'est pas très ergonomique. Donc, ce sont les gens qui finissent à avoir des problèmes, ne pas se présenter au boulot et tout le problème associé. Donc, l'entreprise Colas a cherché une solution pour ça et nous avons pu travailler ensemble pour inventer une sorte d'exosquelette qui permet de diminuer la charge par 10. Donc, remplacer 50 kg par 5 kg, qui est nécessaire finalement pour pouvoir maîtriser le geste. Deuxième exemple, c'est sur la voie d'autonomisation. Nous avons travaillé avec la RATP et avec Iveco sur un problématique de pouvoir garer les bus en autonomie, sans parler de véhicules autonomes qui va déplacer en toute autonomie en ville. On est sur les problématiques encore plus basiques, mais ils représentent quand même une demi-heure de temps. C'est de pouvoir garer les bus le matin et le soir dans les parkings. Donc, pour cela, il faut avoir une sorte de navigation, autonavigation, mais les bus se garent en moins de 3 des sous-sols parisiens. Donc, il n'y aura pas de GPS. La navigation et géolocalisation se fait par la vision, donc par l'IA qui analyse l'image, qui analyse l'environnement, qui donne la commande pour que le bus puisse se garer. Donc,
Ça permet d'économiser un temps considérable, donc à peu près une demi-heure, dans une condition pas très agréable, un endroit confiné où le bus doit se garer. Donc il y a zéro valeur ajoutée pour le conducteur et on peut le remplacer, donc on peut vraiment apporter cette assistance. Et troisième cas, c'est de comment on communique avec les robots. Les cas d'autisme a été évoqué. Le sujet de communication reste très très compliqué, mais vous voyez, c'est un exemple très intéressant. Donc, le robot en question, c'est un robot qui vient du Japon. Le logiciel, c'est le logiciel de CEA, celui qui permet au robot d'interagir avec des commandes qui sont de l'ordre d'intention. Donc, l'utilisateur, comme vous voyez, un de nos collègues, donne la commande sans donner la commande. Sa commande, c'est déplacer, donner l'orientation et c'est perçu par le robot et il interagit en temps réel pour l'accompagner et garder l'équilibre pour pouvoir effectuer la tâche. Donc, ce sont des exemples de réalisations technologiques sur le domaine de robotique collaborative, des solutions qui permettent d'apporter une assistance physique et cognitive aux opérateurs dans l'industrie. Donc, je me suis permis de mettre juste un slide un peu incompréhensible pour vous montrer ce que j'ai évoqué. En IA, c'est juste un début, c'est une introduction simplifiée. Ce que vous voyez dans cette image à gauche, c'est les domaines d'application, les domaines où on utilise l'IA. Donc, vous retrouvez la perception, le raisonnement, génération de connaissances, planification et finalement communication. Et en bas, ce sont les méthodes d'IA. Les deux grandes familles sont je peux dire la famille symbolique où on pense plus à des règles, à des logiques floues, on donne des règles et on demande à la machine pour générer des recommandations. Et d'autres familles, ce sont des méthodes dites statistiques, des méthodes basées sur les réseaux de neurones, où l'IA reste une boîte noire. On donne des exemples et on donne une évaluation. Donc, à force de donner des images et dire que cette image correspond à un chien et l'autre à un chat, le logiciel va comprendre et si je donne une nouvelle image, il peut déterminer. Donc, l'utilisation des méthodes symboliques en perception, c'est le tout premier bloc en bas. Et c'est ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Donc, le domaine d'exploitation reste très, très vaste. Donc, on aura besoin de développement dans le domaine de SOP symbolique, donc un mélange des deux, et pouvoir couvrir tout ce qu'on souhaite faire par l'IA. Et donc, ça c'est un des sujets de focalisation pour notre institut. Nous sommes à peu près 1000 personnes, donc plus de 850 chercheurs au sein de l'Institut. À peu près un tiers des chercheurs travaillent sur les problématiques liées à l'intelligence artificielle avec différentes applications. Les exemples que vous avez pu apercevoir, donc traitement de texte, traitement d'image, jusqu'à les réseaux intelligents, IoT et la cybersécurité. Donc nous travaillons avec les entreprises, nous réalisons plus de 500 projets par an. Et donc, la mission de cet institut, comme les autres instituts de CEA, la direction de recherche technologique, c'est de transférer la technologie vers le monde réel, vers le monde industriel. Et je termine ma présentation par cette merveille qui a été dévoilée la semaine dernière, de pouvoir donner la capacité de bouger ses mains et de marcher à une personne tétraplégique. Ça a été effectué à l'Institut Clinatech à Grenoble, notamment par deux voies technologiques. Première, l'exosquelette, qui prend la commande, qui traduit ces commandes en mouvement. Et ces commandes, ce sont des pensées. Donc c'est un capteur issu de CEA qui est introduit dans le cerveau
et pas à l'intérieur, à l'extérieur, sur la durale, ce qui permet de rester, sachant que les capteurs de ce type, on ne peut pas les garder plus d'un mois. Ce capteur a pu rester vraiment longtemps, donc ça a été intégré. Ce capteur comprend en quelque sorte les signaux, viennent de la pensée de la personne et les traduit en commandes qui seront après traduites par logiciel à des commandes mécaniques effectuées, réalisées par l'exosquelette, qui permet à la personne de marcher. Et je vous remercie pour votre attention.